Information incroyable, tenez-vous bien. Le 14 janvier commence l'AGDQ, un événement caritatif centré sur le speedrun, c'est-à-dire des compétitions pour finir des jeux vidéo le plus vite possible. Et vous savez qui va participer? Lui. Ouais, c'est un chien. Son maître speedrunner, lui aussi, lui a conçu une manette exprès pour ses petites pattes là pour l'occasion. Et le chien s'appelle Beurre de Cacahuète. Voilà, ça c'est de l'information importante. Mais après, imaginez, on prend ce chien, on le met à l'Elysée, on lui conçoit une manette spéciale pour gouverner le pays, genre il passe à la télé et tout, ça serait chouette, non? Et moi je me pose une question, est-ce que ça serait vraiment pire que ce qu'on a maintenant? Moi je dis Beurre de Cacahuète président, comme ça il fait des trucs de son côté et nous on s'organise comme on veut du nôtre. Pas mal, non? Bon, en attendant, c'est la saison 2 d'Actu Réfractaire, donc place à l'information. On continue notre bonne habitude et on commence avec l'actu générale en bref. Macron est en train de préparer quelque chose. Certains disent un remaniement. Après son discours où il a parlé de rendez-vous avec la nation pour février, Emmanuel Macron a annulé le Conseil des ministres qui devait se dérouler aujourd'hui, car il n'aurait selon lui aucune pertinence. Les proches de l'Elysée rajoutent même « tout y est possible, y compris à rien ». Ouais, la Macronie, c'est quelque chose, hein? Borne serait dans le viseur. Elle porte avec elle le poids des 22 49.3, notamment sur la retraite, ainsi que les arrangements avec les LR et le RN sur la loi immigration. D'ailleurs, je sais pas ce que vous en dites, mais les remerciements de Macron à Borne durant son discours sonnent un peu comme des adieux. Et de nombreux ministres qui avaient menacé de démissionner avec la loi immigration sont en fait toujours en place. Donc bon, va y avoir du ménage de fait, mais comme toujours, Macron contrôle la situation politique en France, et si remaniement il y a, ça sera pour maintenir la même politique. Bon, et vu qu'il n'y a pas beaucoup d'actualité nationale, on va maintenant parler d'international. Si vous suivez les vidéos du Canard Réfractaire, vous savez sans doute qu'il y a une grande guerre commerciale entre l'économie états-unienne et chinoise, qui passe notamment à travers le business des voitures électriques. Eh bien, celle-ci va passer une étape symbolique. L'historique constructeur de voitures électriques Tesla a produit entre octobre et décembre 480 000 voitures électriques, quand son concurrent chinois BYD en a produit 45 000 de plus. Et ça, c'est une première historique. L'article du Monde dit que l'entreprise chinoise profite d'un grand soutien de l'État et d'une politique qui pousse les consommateurs chinois à l'achat de voitures électriques. Mais en réalité, ce sont les mêmes politiques qu'on retrouve aux États-Unis et en France. Cette énorme force de production chinoise, elle signifie une potentielle inondation des marchés européens et états-uniens par les voitures chinoises dans les années à venir. Et pour éviter ça et conserver les marchés européens et états-uniens au sein d'entreprises nationales, les États devront imposer des sanctions. Après, à voir comment l'État chinois réagira, sachant qu'une grande partie des usines européennes de voitures se trouve aujourd'hui en Chine. Une guerre commerciale qui est donc loin d'être finie et qui causera pas mal de crises dans les années à venir. En Syrie, le programme alimentaire mondial de l'ONU s'arrête. La situation humanitaire empire donc dans ce pays qui subit les conséquences de la guerre et des blocus depuis 12 ans. En Syrie, la moitié de la population a faim, soit 12 millions de personnes. Et la fin du programme signifie l'arrêt de l'aide alimentaire pour plus de 7 millions de Syriens. Et la raison? Un manque de financement. Alors que la quasi-totalité des États augmentent leur budget militaire, l'ONU n'a pas assez d'argent pour maintenir ses actions humanitaires. Hier soir, en mer Rouge, les Houthis, qui contrôlent une grande partie du Yémen, ont attaqué pour la 24e fois des navires marchands au détroit de Bab el-Mandab. Officiellement, ces tirs n'ont pas fait de dommages. Aujourd'hui, le Conseil de sécurité de l'ONU doit se réunir pour discuter entre autres de la situation dans le détroit stratégique au commerce mondial. L'objectif affiché par les Houthis, c'est d'attaquer les navires transitant par Israël ou leur appartenant, en solidarité avec le Hamas afin d'arrêter les bombardements sur Gaza. L'armée états-unienne avait annoncé dimanche avoir coulé 3 navires Houthis. Nous sommes bel et bien de retour de vacances avec la saison 2 d'Actu Réfractaire et comme déjà annoncé hier, chaque jour vous aurez une chronique spéciale qui résume toute l'actualité de la semaine par thématique. Et comme tous les mercredis, et spoiler alerte aussi les jeudis, on va parler actualité internationale et nationale. Pour aujourd'hui, récap de la guerre actuellement en cours en Palestine qui menace de s'étendre au Liban.
Saleh al-Arouri, numéro 2 du bureau politique et fondateur de l'aile militaire du Hamas, a été tué hier dans un immeuble de la banlieue sud de Beyrouth, la capitale du Liban, par une frappe de Tsahal. Ces quartiers sud sont contrôlés par le Hezbollah, qui pour rappel est une organisation religieuse et paramilitaire qui soutient le Hamas depuis le 7 octobre 2023, en tirant quasi quotidiennement des roquettes sur le nord d'Israël et qui a donné lieu à des affrontements sans précédent entre les frontières des deux pays. Sauf que problème, tirer sur le territoire souverain d'un autre pays est considéré comme un acte de déclaration de guerre. Le premier ministre libanais, Najib Mikati, a quant à lui évoqué un nouveau crime israélien commis pour pousser le Liban à prendre part à la guerre. Ses services ont annoncé avoir demandé au ministre des Affaires étrangères de transmettre une plainte au Conseil de sécurité des Nations Unies pour dénoncer une violation de la souveraineté libanaise. Pour le ministère des Affaires étrangères iranien, l'élimination du numéro 2 du Hamas va accroître la motivation de l'axe de la résistance qui lutte contre Israël et les États-Unis, et donc étendre le conflit à toute la région. C'est pourquoi les responsables militaires israéliens qui ont répondu aux questions de Reuters ont déclaré « Une chose est claire, il ne s'agit pas d'une attaque contre l'État libanais, mais d'une frappe chirurgicale contre la direction du Hamas. » Pourtant, la frappe a visé un immeuble densément peuplé à proximité d'une autoroute. Mais jusqu'ici, rien d'étonnant, puisque Tsahal et ses frappes chirurgicales tuent non seulement ses propres soldats par erreur, mais aussi des otages israéliens agitant un drapeau blanc, qu'ils sont pourtant censés être venus libérer, non ? Ces événements, ils ont causé fin décembre des manifestations géantes contre le gouvernement israélien à Tel Aviv, Jérusalem, Haïfa et d'autres villes. Les manifestants demandent le retour des otages chez eux, mais aussi la démission de tout le gouvernement israélien. 2 mois après le début de l'invasion terrestre, les capacités militaires du Hamas ont été très érodées, mais l'organisation n'a pas été démantelée. Quant aux 2,3 millions de Palestiniens de Gaza, privés d'eau, de nourriture, de toit, déplacés de force vers le sud, puis intensément bombardés dans leurs refuges provisoires, ils sont désormais explicitement menacés d'expulsion. Les images captées le 26 décembre 2023 par le satellite européen Sentinel-2 montre un territoire défoncé, retourné, un sol labouré jusqu'au sable, toute trace de vie terrassée, le béton des habitations enseveli sous des dunes recréées par des bulldozers israéliens. Aujourd'hui, le gouvernement israélien ne cache plus son véritable objectif de guerre. Le 25 décembre 2023, Benjamin Netanyahou a déclaré à ses supporters du Likoud, le Parlement, qu'il allait réduire la population de Gaza à son minimum. Et le 31 décembre, le ministre des Finances a dévoilé un objectif chiffré, 100 000 ou 200 000 Arabes à Gaza, ce qui supposerait d'en expulser plus de 2 millions. Pour tenir, Israël compte sur son armée et ses 360 000 réservistes. Pourtant, des voix s'élèvent pour dire stop au conflit et des jeunes refusent même de s'enrôler dans l'armée, malgré le risque de subir des peines d'1 à 2 mois de prison militaire. C'est le cas de Sophia Or et de Tal Mitnick qui refusent de faire leur service militaire. On termine là-dessus. Merci à toutes celles et ceux qui soutiennent Actu Réfractaire par vos commentaires, vos partages et vos dons. Cette vidéo, elle a été montée par notre nouveau monteur, donc pensez à lui donner de la force en commentaire. On se retrouve demain à 18 h pour une prochaine actu. Voilà, passez une bonne soirée. Ciao!